Donc, bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour la première session du MOOC Agroécologie. Donc, nous serons deux étudiantes pour présenter et animer cette discussion. Donc, voici ma collègue Tessa et moi-même Léna. Donc, nous sommes françaises et dans notre groupe d'étudiants, nous sommes de différentes nationalités. Nous avons notamment en backstage une espagnole qui regarde vos contributions pour le live. Donc, le but de ce live, c'est de répondre à vos questions que vous avez pu poser pendant la première semaine de ce MOOC, et notamment sur le forum des MOOC et aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi également réagir en direct, comme ça on pourra réagir également. Donc ce live aura lieu toutes les semaines durant le MOOC. Et donc c'est un moment important pour nous puisque ça nous permet de pouvoir créer un moment un peu plus vivant pour la communauté du MOOC. So hello everyone, I will do the English version of the presentation. So I am glad to be here with you today for the launch of the live sessions of the MOOC of Agroecology. However, my classmate Lena and I, Tessa, will facilitate this first live session. But we are not working alone today since we have in the back office some classmates, including a Spanish one, who are examining your contributions to the discussion through the social networks or the chat. Feel free to share your live reaction. We will try to address your questions to the extent possible. And I remember that you will have a live session every week during the MOOC, and we are already looking forward to seeing you there. Donc cette semaine, pour répondre à vos questions, nous avons Aurélie Javel qui est ethnologue et enseignante-chercheuse à Montpellier Supagro, ainsi que Stéphane de Tourdonnet, agronome et enseignant-chercheur à Montpellier Supagro également. Donc ils ont tous deux contribué à la création de ce MOOC. So this week, Stéphane de Tourdonnet, agronomist and lecturer in Montpellier Supagro, and Aurélie Javel, ethnologist and lecturer in Montpellier Supagro as well, will answer your questions. Donc pour débuter cette discussion, la première question qui nous vient est comment peut-on différencier l'agroécologie et la permaculture et quelle influence l'une a eu sur l'autre ou inversement? Merci pour cette introduction à toutes les deux. Bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver depuis maintenant pour la 5e fois. C'est la 5e session du MOOC Agroécologie dans ces sessions de live. Donc les étudiants changent et c'est très bien comme ça. Nous, on est là depuis la première, Aurélie. Mais on est heureux aussi de retrouver des nouveaux participants. Vous êtes encore très nombreux cette année et on se réjouit vraiment de cela. Donc par rapport à la question que tu disais, Léna, sur les liens entre permaculture et agroécologie, donc c'est quelque chose qui va être approfondi en fait dans la 2e session. Donc la semaine prochaine, vous verrez, il y a une page spéciale autour de la permaculture, son approche et qu'est-ce qu'elle apporte à l'agroécologie. Je vais quand même vous donner quelques éléments aujourd'hui, juste pas pour vous dire voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Première chose, c'est vrai que la permaculture, donc qui est issue finalement d'une approche portée par Bill Mollison, entre autres, dans les années 70, qui est australien, et qui a proposé un nouveau mode de culture proposé sur l'idée de copier les écosystèmes naturels pour lesquels les arbres sont très présents, et il y a une interaction entre les arbres au-dessus des cultures et ce qui se passe en dessous, des interactions extrêmement bénéfiques, qui permettent d'imaginer une nouvelle alternative, une nouvelle manière de concevoir les systèmes agricoles sur lesquels on va jouer sur cette complémentarité. Donc permaculture, ça vient de permanent agriculture, avec l'idée de se dire on ne permet pas que des systèmes agricoles puissent laisser des terres nues ou des terres sur lesquelles on peut avoir des problèmes de pollution. Et puis, on fait en sorte que ces systèmes agricoles soient des lieux de vie, des lieux de production qui puissent être très favorables par rapport au développement humain et à ses aspirations. Donc, on voit bien qu'à travers ça, la permaculture est complètement miscible et complètement liée à l'agroécologie. C'est-à-dire que l'agroécologie est arrivée dans ses versions vraiment publiques, j'allais dire, et comme vous l'avez vu sur cette session, plutôt dans les années 80, un peu plus tard. Et souvent, les agroécologues, quand on leur demandait, voilà, votre idée de concevoir des systèmes agricoles fondés sur la valorisation des services écologiques, mais concrètement, ça veut dire quoi? Se référer par exemple au système en permaculture qui étaient des éléments importants.
Après, la, la permaculture aussi englobe des choses qui vont au-delà de ce que propose l'agroécologie. Notamment, il y a toute une réflexion en permaculture autour du design et la question de l'habitat. Donc, qui va être aussi extrêmement important dans ces approches-là, d'avoir un habitat connecté en harmonie finalement avec ce que l'on construit en termes de système agricole. Donc là, effectivement, on va un petit peu au-delà. Pour l'instant, l'agroécologie c'est peu intéressé à l'habitat. La permaculture aussi, il y a tout un volant sur la question du commerce et de pouvoir d'avoir du fair trade, enfin du commerce équitable et pouvoir permettre cela. Et là, l'agroécologie, qui au début n'englobait pas du tout ces notions-là, ont à partir des années 2000, comme vous l'avez vu cette semaine dans le MOOC, a pu avoir cette approche-là à travers des approches comme celle de Francis, par exemple, qui dit que l'agroécologie, c'est l'écologie du système alimentaire. Et donc, à partir de ça, qui renvoie sur cette question de souveraineté alimentaire et que porte fortement la permaculture. Donc, on voit que, permaculture et agroécologie sont extrêmement liées, sont extrêmement proches. Il y a des petites différences. Elles ne sont pas nées dans les mêmes lieux aux mêmes dates. Je pense que le lien entre permaculture et agroécologie est plus fort dans l'univers anglo-saxon que dans l'univers français, pour X raisons historiques. Mais vous le verrez, la semaine prochaine, on va approfondir ça et ça vous permettra d'avoir des éléments concrets aussi de ce qu'est la permaculture et comment elle est implémentée et comment elle s'est construite en lien ou pas, ou aussi avec des trajectoires parfois séparées avec l'agroécologie. Merci pour cette réponse. On va passer à une question de moi63 qui part du constat, je cite, que le facteur économique est un frein dans la réflexion agroécologique. Donc cela sous-entend la question, est-il possible pour un agriculteur de faire cette transition quand tout son système économique est basé sur le conventionnel ? Grande question là aussi. Alors c'est intéressant parce que je trouve cette première session du MOOC, on voit à travers notamment tous vos portraits agroécologiques, vos projets, on voit toute la diversité de ce que vous portez derrière l'agroécologie. Et j'allais dire, ma difficulté pour répondre à la question que tu relates, et ça, c'est le fait qu'il existe une telle diversité d'approches et de systèmes agroécologiques que pour chacun d'eux, la question du rapport à l'économie va se faire de manière très différente. Donc ça aussi, on y reviendra là dans la dernière session, la session 5, celle sur la transition agroécologique. On reviendra sur quels sont les leviers qui permettent cette transition. Et donc les leviers économiques vont être centraux, mais également les leviers sociaux, les leviers politiques, pour savoir comment accompagner et faire cette transition-là. Donc là aussi, je vous renvoie à ce qui va venir et ce qui va permettre de creuser cette question. Quand même, je pense que pour apporter une réponse dès aujourd'hui, il y a certaines formes d'agroécologie, effectivement, qui renvoient à remettre en cause le système économique tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et l'agroécologie aussi s'est construite dans la contestation d'une économie globalisée et qui peut conduire à des inégalités ou à des problèmes environnementaux qu'on ne peut plus supporter. Le fait de spécialiser certaines régions, de se dire on va faire du transport de marchandises et chaque marchandise dans l'assiette aura fait 2 fois le tour du monde avant d'arriver. Voilà, c'est aussi la critique de cette forme d'économie et de ces dérives qui a fondé l'agroécologie. Et donc beaucoup de systèmes en agroécologie cherchent à réinventer. Je parlais par exemple avec les circuits courts, à travers des approches de commerce équitable, à travers différents leviers d'autres environnements économiques qui permettent de réinventer d'autres formes d'agriculture. Donc ça, il y a vraiment un lien qui est très, très important et qu'on approfondira dans la dernière séquence. Il y a aussi des formes d'agroécologie qui peuvent être beaucoup plus faciles à mettre en œuvre dans le contexte actuel, qui vont jouer par exemple sur des économies liées à une diminution de travail, par exemple, ou des économies qu'on va faire sur des intrants. Si on achète moins d'intrants issus du pétrole ou issus intrants azotés par exemple, on va pouvoir faire des économies et même sans changer globalement le système économique, pouvoir s'insérer et se développer dans le système actuel.
ou alors mieux valoriser les produits sur le marché, avec notamment des marchés courts. Donc, bien sûr, l'agriculture biologique fait partie de ça. Ça se développe actuellement de manière très, très forte dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. Je pense aussi à l'agriculture de conservation. Là aussi, on aura des exemples la semaine prochaine qui permet effectivement de limiter les intrants, de limiter le travail du sol en l'occurrence, et donc de pouvoir être intéressant à court terme d'un point de vue économique dans la manière de faire de l'agriculture. Donc on verra que derrière ces différentes formes de transition, le côté agroécologique peut être plus ou moins fort, plus ou moins appuyé, différentes dimensions, mais là aussi, quand on verra la semaine prochaine sur les différentes approches de l'agroécologie, on va pouvoir creuser ces aspects-là. D'accord, merci pour cette réponse. Ensuite, on a une question de Riyad Ben qui est plus sur un niveau précis, enfin technique de l'agroécologie. Notamment, il se demande comment, en substituant des intrants par la valorisation des processus écologiques, on peut augmenter à la fois la durabilité et la productivité des systèmes en agroécologie. Notamment, une autre personne se demande comment est-ce que c'est possible d'imaginer cela sur de grandes parcelles et si vous avez des exemples précis à donner. Là aussi, j'ai renvoyé la 3e séquence. J'ai l'impression d'être le VRP des séquences à venir. Parce que la 3e séquence, c'est la mise en œuvre de l'agroécologie. Et c'est vrai qu'on est sur cette première séquence dans l'émergence, à se dire quels sont les grands principes, comment ça marche. Et je comprends bien toutes ces questions de se dire, ok, c'est beau, valoriser la nature, etc. Mais comment ça marche, comment ça peut être mis en place au-delà de simplement mon potager ou des petites parcelles, et comment ça peut toucher des grandes surfaces. C'est pour ça qu'on a construit cette 3e séquence, où vous allez voir effectivement à travers, par exemple, l'usage des cultures associées. Donc, il y aura, dans cette 3e séquence, on verra comment l'agroécologie est implémentée dans différents systèmes de culture, et à chaque fois, comment les principes sont mis en œuvre, mais aussi quels sont les freins et les leviers pour permettre son extension sur les grandes surfaces. Et donc les exemples qu'il y a, c'est autour de l'agroforesterie, et on a justement en agroforesterie des exemples de développement de l'agroécologie sur des très grandes surfaces, notamment au sud, mais également de plus en plus dans les pays du Nord. Un autre exemple sur les cultures associées, là aussi, qui touche beaucoup de cultures céréalières, par exemple, où on va associer céréales légumineuses ou d'autres choses, et qui peuvent toucher dès à présent déjà des grandes surfaces. Un 3e exemple sur maraîchage, où là on va rester plutôt effectivement sur des surfaces plus petites, mais quand on voit la diversité des systèmes maraîchers, l'utilisation du biocontrôle, etc., on voit que, in fine, même si on s'intéresse à des surfaces plus petites, ça peut toucher des régions assez importantes. Et puis un 4e exemple autour de l'élevage et l'agroécologie, qui là aussi, c'est pas que des histoires d'une poule et quelques légumes, mais on va toucher aussi des surfaces plus grandes. Donc, je pense qu'à travers ces 4 exemples, vous aurez on pourra aller plus loin sur comment l'agroécologie peut toucher une diversité de systèmes et peut leur permettre de s'étendre sur des grandes surfaces. Donc on va passer à une question de Nicolas de l'Aveyron, mais je pense que ça peut-être aussi être renvoyé à la 3e séquence, au moins en partie. D'autant que vous allez faire les réponses à votre place. Non, mais pas complètement quand même. Ouais. Donc sa question concerne les agriculteurs et la transition de leur système d'exploitation vers un système agroécologique. Et il se demande, est-ce que les agriculteurs le veulent vraiment ? Et est-ce qu'ils vont vouloir se lancer dans un domaine qui ne leur garantit pas de revenus fixes, entre guillemets fixes ? Tu réponds ou... Je commence par répondre, Ouais. mais en fait c'est vrai que cette question est intéressante parce que en fait elle renvoie à toute l'incertitude qu'amène le changement vers des pratiques agroécologiques, puisqu'en fait les pratiques agroécologiques réinjectent de la biodiversité, pour parler en termes écologiques, biodiversité qui a surtout été exclue des systèmes intensifs. Et justement parce qu'elle apportait de la complexité, elle apportait des aléas et des risques et donc des incertitudes dans la production. Et le principe de l'agroécologie, c'est de réintroduire de la biodiversité, donc avec elle, tous les risques, les aléas, les incertitudes. C'est un petit peu ce qui pose, et ce qui peut faire peur et ce qui pose question, par peur, mais aussi par manque de savoir, d'où le besoin de développer d'autres pratiques, d'autres manières de faire. Et d'autres manières de gérer aussi sa peur du résultat ou de l'incertitude vers laquelle on va.
Mais peut-être que Stéphane, tu as des éléments plus agronomiques à apporter. Non, mais c'est ça qui fait aussi notre complémentarité. Je pense j'aurais 2 éléments de réponse juste pour compléter ce qu'a dit Aurélie. La première chose, c'est que l'agroécologie, j'allais dire, a été initiée et inventée par les agriculteurs, d'une certaine manière. Et donc, il y a cette question de comment convaincre les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est pas la recherche qui a sorti l'agroécologie et qui se pose après sur un problème de dire comment on va diffuser cette innovation-là. L'agroécologie, elle s'est construite sur les terrains par des interactions avec la recherche, mais les acteurs essentiels de cette construction originelle et aujourd'hui de ce que l'on voit émerger en agroécologie, ce sont les agriculteurs. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont moteurs pour ça, pour plein de raisons, soit une volonté de changement, de se dire je veux explorer de nouvelles façons de faire de l'agriculture, une volonté aussi de dire je veux réduire les pesticides ou je veux être sur des systèmes qui sont plus en accord avec ma conception de la vie, pour des raisons économiques aussi et de performance des systèmes. On est dans des systèmes agricoles qui sont vraiment en crise aujourd'hui, sur lesquels, plus à une évolution du contexte, vous l'avez vu dans le cadre de cette séquence, qui amène à se dire on va réinventer les systèmes agricoles, il faut trouver d'autres choses, trouver d'autres solutions. Et je le vois à travers notamment mes activités de recherche aussi, à quel point les agriculteurs peuvent être moteurs de ça. Un autre élément de réponse, alors la question elle reste tout à fait entière aussi sur la question du risque, etc. Pour toucher un grand nombre d'agriculteurs, ça se pose vraiment. Et là aussi, on va l'approfondir tout au long du MOOC. Mais j'aurais un autre élément de réponse aussi, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des transformations de l'agriculture qui conduisent à développer des pratiques agroécologiques, mais pas pour l'agroécologie en tant que telle, mais pour des objectifs de performance de l'agriculture, pour des objectifs d'autonomie de ces agriculteurs. Je fais référence notamment à des travaux, par exemple, qu'on a fait avec la Fédération des coopératives d'utilisation du matériel agricole, où au sein des CUMA, donc la moitié des agriculteurs français font partie d'une CUMA, et l'objectif c'est de mettre en commun des moyens de production, du matériel souvent, pour augmenter la performance et pour augmenter l'autonomie de ces agriculteurs. Donc ce n'est pas pour augmenter l'activité biologique comme étant... il n'y a pas une entrée agroécologique affirmée au sein des CUMA. Et pourtant, quand on regarde dans certains cas, cette volonté de recherche de performance et d'autonomie conduit à une transition qui relève de la transition agroécologique, avec l'usage de légumineuses, avec le développement des couverts végétaux multiservices, etc. Et donc, on voit que aussi ce développement de l'agroécologie, il se fait aussi dans parfois ce qu'on a appelé l'agroécologie silencieuse, mais dans des lieux qui peuvent être extrêmement, extrêmement diversifiés et entraîner finalement un grand nombre d'agriculteurs qui ne sont pas des militants de l'agroécologie, mais qui évoluent dans leur pratique vers ce type de pratique-là. D'accord. Aussi, par rapport à ça, on a une question plutôt par rapport justement au rôle du gouvernement des politiques publiques, qui nous est posée par Florence, qui se demande par rapport au tableau de bord de l'agroécologie initié par Stéphane Le Foll en 2013, que vous avez présenté dans le cours. Elle se demande du coup où est-ce qu'on en est aujourd'hui et que fait le gouvernement par rapport à l'agroécologie. Par contre, peut-être juste être synthétique cette question, parce qu'après on a beaucoup de questions sur la partie plus anthropologie de l'environnement. C'est vrai, alors c'est vrai, le MOOC il a été créé en 2015, donc dans un contexte qui est un petit peu différent. Là, cet été, on va faire une actualisation du MOOC, parce qu'on voit bien effectivement qu'après 4 ans, certaines choses qui sont mises dans le MOOC relèvent de cet élan politique autour de l'agroécologie qui a été initié par Stéphane Le Foll. En 2 mots, je pense que même si l'agroécologie est sans doute moins mis en avant par le gouvernement actuel et notre ministre de l'Agriculture, ça reste un élément extrêmement important de la politique et de ce qui se met en œuvre. À la fois parce que c'est une des réponses finalement à des enjeux de transformation de l'agriculture et qu'il n'est pas question d'abandonner ce qui a été initié. Et puis aussi parce qu'on voit au niveau international, ce qui a changé peut-être en 4 ans, c'est qu'au niveau international, la présence de l'agroécologie n'a fait qu'accroître, n'a fait que s'accroître dans des grands organismes qui définissent, notamment la FAO ou d'autres, qui voient bien que par rapport aux enjeux qui sont aujourd'hui ceux du changement climatique, etc., l'agroécologie constitue une réponse tout à fait pertinente et opérante. Donc il y a vraiment cette prise de conscience politique à un niveau international, peut-être un peu moins visible au niveau national, mais qui reste quand même très, très opérante de mon point de vue. Okay.
Donc maintenant la partie anthropologie de l'environnement qui a soulevé beaucoup de remarques plus que des questions en fait. Et donc je crois que Aurélie Javel va commenter les remarques de M. Tony, Nausicaa 0203 et Julien CJP. Donc notamment concernant l'opposition entre exploitation négative et les sociétés qui vivent en harmonie avec la nature, puisque la personne qui a écrit ce commentaire estime que idéaliser la nature peut signifier aussi être en relation par le combat. On va aussi parler de l'opposition entre arriver à ses fins et être en harmonie, avec l'ambiguïté de la production agricole qui fait qu'on recherche à arriver à ses fins avec des moyens qui, eux, sont censés être moins anthropocentrés. Et je vais commenter au fur ouais, et à voilà, mesure. on va Ouais. faire comme ça. En fait, là, c'est vrai que les noms qui ont été cités par Tessa sont quelques noms parmi les nombreux commentaires qui ont été faits, notamment sur les textes qui portaient sur le rapport des Nord-Américains à la des Nord-Américains à la nature. Et d'ailleurs, il y avait des commentaires sur le fait que ces textes pouvaient sembler un petit peu trop poétiques en fait, pour un contenu sur l'agroécologie. Et c'est vrai que c'était un choix qui a été fait, alors certes, il y a maintenant 5 ans, un peu plus même, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de choses sur les rapports à la nature en contexte agricole. Mais ces textes ont été choisis, et comme l'a perçu effectivement un des Moucasiens, c'est W. Giraud, il a perçu la dimension onirique en fait, de ces rêves, de ces textes, qui justement ont la même volonté, en tous les cas, que celle des contes, qui peuvent paraître un peu simplistes, mais qui ont pour objectif en fait de mettre dans une posture de réflexion, d'introspection, j'appelle ça un peu de ruminer, pour revenir à des dimensions plus agricoles, de ruminer ce qui a été perçu, ce qui a été ressenti, pour se mettre, comme l'a dit une des personnes, dans une ambiance culturelle, pour changer de vision, en tout cas pour nous aider à changer de vision sur le monde, puisque c'est un des enjeux d'une certaine agroécologie, en tous les cas, c'est de changer de regard sur le monde, de changer de posture en tant qu'être humain sur le monde. Et c'est vrai que ces textes-là sont destinés à nous mettre aussi en posture, très en amont, à des réflexions plus concrètes dans lesquelles on va revenir dans les sessions suivantes, comme l'a dit Stéphane. Et en fait, elles sont là pour nous inspirer en fait, d'autres façons d'être dans la relation avec la nature. Mais en fait, ces textes-là font aussi référence à des postures là beaucoup plus concrètes que peuvent traiter certains chercheurs, notamment, là on sort un petit peu du domaine agroécologique, mais dans les relations avec le loup, puisqu'il arrive en France actuellement et pose des questions assez conséquentes au monde de l'agropastoralisme. Et en fait, je peux par exemple citer le travail de Nicolas Lescureux qui a parlé de réciprocité dans la relation entre loup et éleveur ou berger. Également le travail donc Nicolas Lescureux qui est anthropologue, le travail d'un philosophe comme Baptiste Morisot qui parle lui de relations diplomatiques, où là on est dans le concret des relations au quotidien avec des animaux qui posent problème. Mais ces postures très concrètes sont amenées par une capacité à pouvoir rêver un petit peu, de sortir de ces cadres dans lesquels on a été formaté, sans connotation négative, mais puisque nous sommes nés dans un contexte culturel français, moderne. Voilà. Et c'est d'ailleurs tout ce contexte culturel qui nous amène souvent à opposer une nature qui est souvent vue comme parfaite, avec laquelle certaines sociétés vivent, je cite, en harmonie, en opposition avec une population occidentale moderne qui, elle, exploite la nature, et ce qui a abouti à tous les enjeux environnementaux que je ne détaillerai pas. Et en fait, là, j'aimerais développer un petit peu 2 choses. Il y a la notion d'être en harmonie avec la nature, moi, qui me questionne beaucoup, puisque tous les agriculteurs, les jardiniers et autres personnes qui sont en relation avec la nature vous le diront, les relations avec la nature ne sont pas harmonies, en tout cas pas tout le temps.
Et en fait, il faut aussi sortir de cette vision très dualiste, en fait, hein, d'un homme qui détruit une nature qui, elle, est parfaite et avec laquelle certaines sociétés réussissent à vivre en harmonie. En fait, c'est une question de relation, et c'est comme une relation d'humain à humain. Être rencontré, être en relation avec un autre humain, c'est parfois des moments agréables, parfois aussi des moments de conflit, de bataille. Être en guerre, par exemple, est un moyen d'être en relation. Et c'est pas forcément très agréable. Donc il faut envisager la relation avec la nature un peu dans ces termes-là. Et être en guerre ou être en bataille, pour reprendre des termes qui sont assez violents, tout dépend de la façon dont on est en guerre ou en bataille, en fait. Il faut savoir être en relation, c'est-à-dire et savoir s'exprimer, être soi, tout en respectant la manière d'être soi de l'autre, en fait. Et c'est ça aussi tout l'enjeu d'une redécouverte de la nature, c'est-à-dire redécouvrir ce que la nature est réellement, est elle-même, loin de nos a priori, loin de tout ce qui nous a formaté et nous a amené à considérer souvent la nature comme un objet à notre disposition. Voilà, donc c'est un des éléments que je voulais mentionner. Et un deuxième élément qui a été cité par E.M. Tony notamment, hein, sans vouloir réduire les autres citations, où il mettait en opposition le fait que l'humain moderne souhaitait arriver à ses fins en opposition avec être en harmonie, là encore. Et en fait, c'est là aussi toute l'ambiguïté de l'agriculture, puisque pratiquer l'agriculture, c'est vouloir arriver à ses fins quand même, puisque l'objectif c'est quand même d'arriver à produire de la nourriture. Donc c'est là où c'est intéressant en fait, puisqu'on est dans une situation où on est dans un objectif anthropocentré, puisque l'objectif c'est d'arriver à produire de la nourriture pour nous humains, mais en sortant d'une relation strictement anthropocentrée, c'est-à-dire dans une relation où on apprend à apprendre le point de vue de l'autre étant animal, végétal, voire minéral, et les processus qui sont entre ces éléments naturels. Donc c'est ça un petit peu l'ambiguïté, c'est savoir jongler avec nos objectifs très, très anthropocentrés, tout en respectant le point de vue de ces éléments de nature et leur manière de s'exprimer, leur manière d'être en fait. Donc c'est là un petit peu la difficulté de l'agroécologie, c'est d'arriver à jongler avec tous ces éléments, alors que de manière très caricaturale bien évidemment, mais dans l'agriculture productiviste, on a simplifié les choses en manipulant effectivement les éléments de nature selon notre vision strictement en fait. Là on réintroduit là aussi de la complexité, on parlait de complexité tout à l'heure. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, qui a été mentionné là aussi notamment par Julien CJV, qui parle de domestication, et là aussi beaucoup de personnes parlent de domestication comme quelque chose qui a été négatif, puisque ça a conduit en fait à dominer la nature. Et en fait là je voudrais redire à nouveau que la domestication, il n'y a pas une domestication, mais il y a des domestications. Et la domestication à laquelle on a abouti dans des cas extrêmes, très productivistes, très intensifs, sont effectivement souvent accompagnés de volonté, en tous les cas de domination. Mais il y a aussi beaucoup de mal-être de la part des éleveurs qui traduit justement que le fait que cette domestication ne répond pas à leurs attentes. Et leurs attentes peuvent s'exprimer aussi sous différentes formes de domestication. Et là, je renvoie à un texte qui peut intéresser certains, d'un anthropologue, c'est Audrey Court, qui a mentionné les gradients de domestication, plus ou moins contraignants, plus ou moins proches entre l'homme et l'animal, ou la plante, avec des interventions plus ou moins directives. Et là aussi, on voit la diversité de domestications qui peuvent exister et la variété de domestications. Donc ne pas réduire la domestication à quelque chose de négatif qui détruit l'animal ou la plante, mais on peut aussi la voir comme, par exemple, les philosophes Larère, il parle de contrat domestique, où il y a un contrat qui est passé entre l'humain et le non-humain, et il s'agit de respecter les termes du contrat. Et respecter les termes du contrat, c'est là aussi écouter et respecter l'être qui est en face de soi. Et le respecter, c'est savoir l'écouter. Là, à nouveau, on revient sur la connaissance de l'altérité non-humaine qu'il y a en face de soi. Et là, je terminerai en fait sur le travail également de Jocelyne Porcher, qui a étudié en fait le travail animal,
terme qui peut paraître un petit peu étonnant, qui n'est pas mentionné dans cette version du MOOC, peut-être dans la future version, où là on parle, où elle dit qu'en fait la relation entre l'homme et l'animal domestiqué, puisqu'elle parle d'animaux principalement domestiqués, peut se faire dans le cadre d'une relation de travail, et elle considère que le travail peut être un moyen d'émancipation en fait, et d'épanouissement, alors évidemment avec des guillemets, quand on parle d'animaux, peut-être de végétaux à l'avenir si les travaux vont dans ce sens, mais en tous les cas où l'animal peut s'exprimer, peut exprimer son intelligence pratique, peut exprimer sa manière d'être, dans une relation de travail vraiment au quotidien, où là aussi on peut être dans le conflit, on peut être dans la bataille, on peut être un petit peu dans la manière de s'exprimer, qui peut être un petit peu virulente parfois, de la part de l'éleveur comme de la part de l'animal. Mais en tous les cas, il y a une relation qui s'établit. Et ça aussi, ça fait partie de la domestication. Et là, on voit que dans les travaux qu'elle a menés, avec d'autres personnes, on voit que la domestication peut être un lieu d'expression où les animaux peuvent aussi, tout comme l'humain, devenir, en tout cas, avoir une certaine part de bonheur, en tous les cas, terme non quantifiable, non mesurable, mais qui en tous les cas est important pour beaucoup d'agriculteurs, en fait. Voilà. D'accord. Merci. Si vous avez rien d'autre à ajouter, on va pouvoir conclure. Stéphane, si tu Peut-être veux rajouter des éléments. un tout petit point, je pense que C'était très long. Non, mais je trouve que c'est très illustratif à la fois la question et puis la réponse que tu apportes de l'approche qu'on a eue dans ce MOOC, d'avoir une approche qui soit très large et très interdisciplinaire de l'agroécologie. Je pense que ce qu'apportent des ethnologues comme Aurélie ou d'autres anthropologues, ce que vont apporter aussi des économistes, des sociologues qui vont intervenir dans les séquences suivantes, complète très bien les apports des sciences plus techniques, agronomie, sciences animales, etc. Et je pense aussi que c'est important de se laisser questionner, de se laisser déstabiliser aussi par tout ça. On n'est pas dans le MOOC pour vous dire voici quelle est la manière de faire de l'agroécologie, voici le mode d'emploi de l'agroécologie, voilà ce que vous devez savoir sur l'agroécologie, et on n'en parle plus. Vous l'avez vu que dans la pédagogie, il y a beaucoup de choses qui est de se dire allez en discuter sur les forums, apprenez entre vous, etc. Et je pense que pour chaque participant, de se laisser déstabiliser par de la poésie, puisque c'est là en l'occurrence de dont on parle, mais par beaucoup de choses, par la question de la domestication, de se dire aussi que derrière un terme, derrière agroécologie, derrière domestication, derrière nature, il y a une diversité de relations, de liens, de façons d'aborder les choses. Et c'est vraiment dans cette formation-là qu'on veut vous amener, vous conduire au cours du MOOC, c'est-à-dire cette possibilité d'ouvrir vos perceptions, de vous déplacer, de vous déranger parfois, que aussi entre vous, à travers vos interactions, vous allez vous déplacer, vous allez apprendre des autres, et c'est vraiment la posture sur laquelle on se positionne. Et c'est vrai que moi, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble, et toute l'équipe qui a fait le MOOC est une équipe qui travaille en interdisciplinarité, et où ce que me dit Aurélie me déplace moi en tant qu'agronome, et ce que je lui dis la déplace en tant qu'ethnologue, et c'est ça aussi qui est important pour pouvoir faire avancer l'agroécologie. Alors d'ailleurs, on peut partir. C'est moi qui pose les questions maintenant. Je prends votre place. Mais je crois que c'était une des questions suivantes. C'était une remarque à propos du texte d'Éric Blanchard, qui a parlé d'exploiter. En fait, l'homme n'a cessé d'exploiter la nature, en fait, c'est ça, au sens de dominer et de techniciser. Alors peut-être que là, justement, on aurait une réponse complémentaire, où en fait, une des questions, c'était comment vous définissez le terme d'exploiter. Et ça, là aussi, on peut répondre avec la double casquette. Puisque moi, ma vision, c'est que la technique en elle-même n'est pas le problème. C'est ce qu'on en fait qui pose le problème. Et que là aussi, on revient à la même question, c'est est-ce que la technique nous amène à être dans une relation du faire sur, pour reprendre à nouveau des termes des Larère, de Raphaël Larère, ou de faire avec la nature. Et donc peut-être que là tu peux compléter éventuellement. Plus trop le temps. Alors, ouais. c'était ça. J'ai été trop long. Oui, non, mais ça. Mais je pense que tu as déjà, il y a déjà eu beaucoup d'éléments dans ce que tu as apporté autour de cette question-là, sur le rapport à la nature. Là aussi, n'hésitez pas à échanger là-dessus sur les forums. Des étudiantes, Tessa, Léna, toutes celles qui sont avec nous en back-office, et puis l'ensemble des étudiants du parcours sont là aussi pour interagir avec vous sur les forums. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. On approfondira ces questions et on y répondra dans toute la mesure de nos compétences. Merci à vous deux pour cet échange particulièrement intéressant. Puis merci aux participants pour leurs questions.
Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 19 février, je crois, à 17h. Et voilà. Et aussi, n'hésitez pas à échanger sur le MOOC et aussi sur les cartes pour les rendez-vous en réel, pour la vie de la communauté en réel. En fait, je sais pas si c'est utile de faire la traduction en anglais. Oui, parce que cette semaine, il n'y avait pas de non, questions sur le MOOC anglophone. Ouais. Mais Ouais. je peux le faire si vous voulez. Non, en tout cas, grand merci à toutes les deux aussi pour votre animation. Merci à toutes celles qui sont derrière et qui ont pu transmettre vos questions. N'hésitez pas aussi à poser des questions. C'est vrai qu'on a peut-être dépassé un petit peu le temps, donc je me tais.